Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo pas facile parce que cet objectif-là, il m'a fait vraiment me gratter la tête. Je vous teste Sigma 14 mm f1.4 DGDN qui appartient à la fabuleuse gamme Art ultra haut de gamme de chez Sigma. Il est disponible en monture Sony mais aussi en monture L-mount. En monture Sony, il va devoir affronter la concurrence du Sony 14 mm f1.8 GM. Quand on regarde les fiches techniques, pour les deux, c'est des angles de champ de 114 degrés, c'est fabuleux à utiliser sur le terrain. 11 lamelles vs 9 lamelles. Évidemment, l'avantage d'une ouverture de f1.4 qui est 2 tiers de stop plus lumineuse qu'un 14 mm f1.8 de chez Sony. Autofocus pour les deux, pas de stabilisation pour les deux. 18 éléments en 15 groupes pour le Sigma. Les deux sont résistants à la poussière et à l'humidité. Les deux, on ne peut pas mettre de filtre à l'avant puisqu'on a des lentilles bombées. Par contre, pour les deux, on va pouvoir mettre des filtres à l'arrière. Donc on a chez Case ou chez Oida des choses avec des filtres carrés qu'on peut mettre derrière. Donc ça marche très bien. Le Sigma évidemment est prévu pour ça. Le gros désavantage, en tout cas c'est mon avis, de ce Sigma, c'est son poids et sa taille. La taille est vraiment démesurée et le poids aussi, on est à 1 kg 160 grammes alors que le Sony fait 460 grammes. Et là c'est vraiment David contre Goliath parce que regardez, ça c'est le Sony, c'est-à-dire que le Sony plus le boîtier est plus petit que le Sigma qui n'est pas monté. Donc on est vraiment David contre Goliath, 460 grammes contre 1160 grammes. C'est vraiment le truc qui fait le plus ticker quand on débarque. En termes de distance de mise au point, c'est à peu près équivalent sur les deux. Et les deux sont exactement au même prix, 1599 euros. En termes de construction, comme toute la gamme Art, c'est vraiment une merveille ce Sigma. Donc on a un collier de pied, il est tellement lourd qu'ils ont décidé de mettre un collier de pied. On a toutes les fonctionnalités possibles. Donc on a une bague d'ouverture, une position automatique, le bouton avec un switch AF-MF, un bouton personnalisable. Et on a ce fameux lock qui est apparu sur les derniers objectifs Sigma qui va vous permettre de verrouiller une mise au point. Vous avez fait une mise au point qui parfois a été difficile à trouver. Quand vous mettez le lock qui est ici, même si vous bougez la bague de mise au point, la mise au point ne varie plus. C'est quelque chose en astro qui est vraiment une feature qui est excellente et que tous les objectifs devraient avoir. C'est combien de fois ça m'arrive de faire une mise au point, de plus avoir envie d'en parler de toute la soirée. Ah mince, j'ai pas fait exprès, je l'ai fait varier d'1 mm et ma mise au point est fichue. Là, vous savez qu'avec ce switch-là, ça ne peut plus vous arriver. Évidemment, la bague d'ouverture est cliquable et on a une bague de mise au point qui est confortable à utiliser et qui permet, lorsqu'on est sur le terrain, de faire une mise au point assez précise sans que ça soit trop difficile. Évidemment, sur le terrain, se balader avec un 14 mm, c'est vraiment un plaisir. Ça déforme les perspectives, ça vous donne une vue que vous n'avez pas à l'œil nu. Ici, dans une basilique, avec une ouverture en 1.4, vous avez beaucoup de lumière, c'est facile. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec ce genre de focale-là et les photos rendent tout de suite bien, tous les sujets rendent bien avec ces focales-là. Là, c'est pas droit, mais toutes les photos que je vous montre sont toujours sans retouche. Donc, comme ça, vous voyez brut de capteur ce que ça donne sans que j'ai ajouté de la netteté et compagnie. Donc, voilà, en architecture, dès que vous voulez pointer l'objectif vers le haut, vous avez tout de suite des ciels. Voilà, c'est vraiment une focale que j'apprécie beaucoup. Quand on regarde l'évolution du piqué, on a un piqué au centre dès la pleine ouverture qui est déjà très très bon, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une belle amélioration. Regardez ici, à 2.8 par exemple, on voit qu'il y a une belle amélioration par rapport à 1.4. Ici, je suis au centre. Par contre, quand je viens regarder ici les extrêmes, l'extrême à 1.4 est pas fabuleuse. On voit une différence qui est magistrale avec 2.8 ou avec F4 ici. Donc clairement, on voit une homogénéité qui n'est pas toujours présente et qui tarde à venir. Et en fait, le plus gros caillou dans la chaussure de ce Sigma, c'est l'existence de ce Sony. Quand il est sorti, tout le monde a dit c'est incroyable ce qu'a fait Sony. Et on s'en aperçoit une nouvelle fois ici, puisque quand je compare le piqué des deux, on a un poids qui est 2,5 fois plus léger sur le Sony et on a des résultats qui sont meilleurs. C'est-à-dire qu'ici, quand je compare le piqué à 1.8, le piqué du Sony à 1.8, la résolution offerte est supérieure au centre et elle est aussi supérieure sur les côtés. Et pas qu'un peu. Je vous montre la différence ici entre le bord du Sigma, qui n'a pas beaucoup de piqué en termes d'homogénéité sur les côtés, et le bord du Sony qui vous délivre quelque chose d'homogène dès la pleine ouverture. Et c'est ce qu'on disait à l'époque des tests. Donc je ne vais pas dire l'inverse aujourd'hui. Et je ne sais pas trop comment c'est possible, mais même à 5.6, on a toujours plus de définition sur le Sony que sur le Sigma. Donc ici, je suis au centre, on sent bien qu'on a plus de détails sur le Sony que sur le Sigma. Et lorsqu'on va sur les côtés, évidemment, les bords se sont améliorés sur le Sigma.
mais le Sony est toujours un cran supérieur au Sigma, quelle que soit l'ouverture. Et j'ai fait 3 scènes différentes pour vraiment en être convaincu. Ça, c'est au centre et ça, c'est sur les côtés. Et troisième scène, cette fois-ci, dans mon jardin, juste par acquis de conscience pour vérifier. Et bon, je peux vous le zoomer à 200%, hein. Peut-être que vous verrez mieux sur YouTube, mais on voit plus de détails ici. Et ça va être la même chose, hein. Ici, quand on va arriver sur les bords, le Sony a clairement plus de détails sur le côté. Et c'est là où je me gratte la tête parce qu'avec un poids 2,5 fois plus léger, le Sony il va obtenir un peu plus de définition. C'est vrai que c'est étonnant. Petite pause dans la vidéo, comme d'habitude, vidéo 100% non sponsorisée, 100% honnête. Vous pouvez m'aider à financer mon travail en achetant chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien dans le panier, notamment en monture L-mount, où cet objectif-là, ça va être vraiment une référence. Bon, sachez que vous pouvez faire de la vidéo avec ce 14 mm, l'autofocus fonctionne bien, il n'y a absolument aucun focus breathing à dénoter, donc ça c'est vraiment bien. Un des avantages de ce Sigma, et ça c'est probablement dû à sa taille beaucoup plus large, c'est qu'il a moins de vignettage. Donc vous voyez là ici sur les bords, on voit clairement beaucoup moins de vignettage ici sur le Sigma que sur le Sony. Donc ça, on peut mettre ça au crédit du Sigma. C'est pareil, en termes de flair, ici je suis avec le Sigma, vous voyez, franchement c'est quasiment impossible de retrouver une trace de flair sur le Sigma. Vraiment quasiment rien. Et quand je fais la même scène ici avec le Sony, j'ai une perte de contraste et j'ai aussi un point de flair plus important, vous voyez, avec des réflexions ici sur le Sony que ce que j'avais sur le Sigma. Par contre, j'ai tendance à avoir un peu plus d'aberration chromatique ici sur le Sigma que sur le Sony. Aucun des deux n'en est dénué, mais on voit que c'est supérieur ici sur le Sigma. En termes de distorsion, c'est les mêmes. On a une distorsion qui est très légèrement encoussinée, au avantage pour personne. Super soleil en étoile sur le Sigma, ça pour le coup, il le fait très bien. Bon, évidemment, ces objectifs-là, ils ont été conçus avec l'astrophotographie en tête. C'est vraiment dans ce domaine-là qui vont briller le plus. Le Sigma a pour lui un petit switch de verrouillage de la mise au point qui est vraiment le bienvenu en astrophotographie. La deuxième chose que le Sigma a pour lui, c'est 2/3 de stop plus lumineux. Ça veut dire que quand je vais faire une photo à ISO 2000 sur le Sony, je vais être à ISO 1250 sur le Sigma. Donc 2/3 de stop. En astrophotographie où on manque systématiquement de lumière, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement important et je pense que pour certains astrophotographes, c'est quelque chose qui va compter. Pour autant, le rendu des étoiles, on cherche en astrophotographie à ce que les étoiles restent des points et éviter toutes les déformations d'étoiles, tous les effets d'ailettes, tous les effets de coma. Et dans ce domaine-là, j'aurais tendance à donner l'avantage au Sony. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que sur le Sony, les étoiles restent bien des points en fait. Et vous voyez, elles sont un peu plus grosses de manière générale ici sur le Sigma. Donc là, on est au centre, là où c'est le plus facile évidemment. Mais c'est surtout sur les bords où on va avoir tendance à avoir plus d'effets marqués, je trouve, sur le Sigma que sur le Sony. Mais regardez, le Sony, on a un tout petit peu plus de couleur qui est apparu, qui semble être un peu moins présent sur le Sigma. Vous voyez, je vous montre un peu le rendu des étoiles ici. Mais vous voyez, là où le Sony est resté des points, là je suis vraiment sur l'extrême de la photo, vous voyez, je suis ici. On a un peu moins de points et plus d'effets satellites sur le Sigma que sur le Sony. Vous voyez, là, on est sur exactement la même vue. On a des étoiles qui sont toujours un peu plus grosses ici sur le Sigma. Alors, je suis 1.4 vs 1.8, parce que j'imagine que si vous prenez un 1.4 chez Sigma, le but, c'est pas de le mettre à 1.8. Sinon, on va prendre le 1.8 chez Sony. Donc, c'est pour ça qu'ici, je le compare à 1.4 vs 1.8. Donc, un peu moins de bruit quand même sur le Sigma. C'est notable, vraiment. Mais en termes de restitution des étoiles, j'aurais tendance à donner malheureusement l'avantage au Sony. Moi, je ne vais pas faire semblant, je vous dis à longueur de l'année que les objectifs Sigma sont incroyables. Celui-là, je l'ai trouvé un peu moins incroyable que d'habitude. Il est très bon, mais c'est vrai qu'à côté du Sony, il est quand même un peu moins bon. Et franchement, pour en avoir le cœur net, j'ai demandé un deuxième objectif à Sigma. Donc j'ai pu le tester une seconde fois pour vérifier que ce n'était pas cet exemplaire qui avait un souci. Et j'ai aussi discuté avec Marc de Sony Alpha Blog qui m'a transmis le tableau que lui a fait des tests de son 14 mm DGDN et lui partage à peu près les mêmes conclusions que moi. C'est-à-dire un objectif qui est très bon, c'est le grade qu'il applique, very good. Mais c'est vrai qu'il n'atteint jamais le grade outstanding, donc le grade vraiment où c'est absolument parfait, qu'atteint le Sony à 2.8 et qu'atteint jamais finalement le Sigma. Il atteint juste le grade excellent mais à 5.6. Donc c'est vrai que cette différence de niveau-là, elle est un peu décevante de la part d'une marque qui nous a habitués à l'excellence sur tous ses objectifs.
Bon, tout ça, c'est parce qu'on a un écosystème très riche en montures Sony, mais il faut bien imaginer qu'avoir cet objectif-là qui débarque en L-mount, c'est une bénédiction, parce que ça n'existait pas du tout. Et là, pour le coup, il n'a aucune concurrence, et clairement, il s'impose comme vraiment la solution de référence en monture L-mount. Comme d'habitude, ipln.fr, code créateur Damien, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!